Buenas noches a todos, buenos días. Bonjour, bonsoir à vous tous et toutes. Empezaremos con algunas instrucciones. Nous allons commencer par vous donner quelques directives. Esta sesión Cette tiene el servicio de session traducción. vous Ustedes offre le pueden, service d'interprétariat et vous pouvez choisir le canal audio pour la langue de votre choix en sélectionnant interprétation, puis la langue. Por favor, así que ustedes entren. Nous vous prions donc El canal de traducción, silencien el audio original para escuchar solo al intérprete. de couper le son d'origine pour n'entendre que l'interprète. La conferencia de HIV 2020 Les ofrece un sessions seguro HIV 2020 conocimientos, offrent un espace sûr neutre pour le partage des connaissances, des expériences, des compétences et d'opinions dans le respect mutuel. Entonces, sepan que Sachez que nous avons une politique de tolérance zéro et les hôtes peuvent retirer immédiatement de la session sans préavis aux participants qui commettraient de telles actions. Ok. Veronica. L'utilisative abusive de langage, des expressions agressives et d'opinion. Sí. Hola, ¿qué tal? Bueno, un gusto Bonjour, poder estar aquí. un plaisir d'être ici avec vous. A Un peu veces uno inquiète. se pone nervioso cuando es presencial. Pourquoi on est inquiète lorsque Nos complica un poco. on est devant la technologie? Ça se complique un peu plus. Por todo este tiempo de acompañamiento. Nous remercions à toutes les hôtes les temps qu'elles nous sont accordés pour pouvoir mener à bien cette session dont l'objectif général, c'est d'avoir un espace de connaissances, d'échanges d'expériences sur la criminalisation et débattre des thèmes que la discrimination, la violence envers les femmes en Amérique et latine et les Caraïbes en ce qui concerne la prise en charge de VIH ou des personnes usagées de drogue. Nous allons entendre des messages de la part des organisations, de la résistance. Nous allons analyser de la perspective des femmes, la portée de la mise en œuvre, les politiques, les programmes, établir des actions conjointes pour obtenir des politiques publiques pour le traitement VIH et des hépatites. Et nous allons essayer de réfléchir, nous prononcer étant que femmes et dire les choses avec l'intersectionnalité de toutes les différentes réseaux qui sont avec nous aujourd'hui. Donc d'abord, je voudrais donner la parole à mon collègue Angélica de Renumex, de l'AMPUD, pour qu'elle puisse se présenter et qu'elle partage la vidéo qui a été créée par des femmes de la région pour l'occasion, pour aujourd'hui. Merci d'être ici avec nous lors de cette session. Cette
une session pour rendre visibles tous les défis auxquels nous, en tant que femmes, avons besoin pour la prise en charge de VIH et d'autres affections. Je voudrais tout de suite vous présenter la vidéo où beaucoup de femmes de la région partagent leurs témoignages. Comment est-ce qu'elles vivent cette stigmatisation, cette discrimination. Je vous prie de patienter. J'ai un petit peu de difficulté pour partager la vidéo. Veuillez patienter, s'il vous plaît. Tampoco. ¿El sistema te está diciendo algo? No, no me aparece. C'est un message sur le système. Non, tout simplement, je ne vois pas à l'écran la vidéo que j'avais ouverte. Tú puedes solo un minuto que estoy intentando ver con la organizadora. J'essaie de voir avec l'organisatrice ce qu'on peut faire. ¿Tú puedes ver la opción compartir pantalla? Sí, puedo ver la opción compartir pantalla, pero... Je vois, oui, la fonction partager écran, mais lorsque j'ouvre, ça ne me permet pas le fichier de la vidéo que je veux partager avec vous. ¿Tú estás con la pantalla llena o estás minimizado el video? El video está con la pantalla grande. Ajá. Okay. Rachel, do you have the video with you? Podemos pedir a Rachel que comparta, Verónica. On peut demander à Rachel de partager. Compartirlo. ¿Tú puedes? ¿Tú tienes la opción? Sí. ¿Tú ves, encontraste? Ah, dale. Ahí está. Voilà. ¿Este es el video? Nous avons maintenant la vidéo à l'écran. A ver, vamos a ver. ¿Cómo les va? Soy Luli Formica de Radau. Vivo en... Je viens de Radau, de Formosa, j'ai 65 ans. Formosa est à côté de la République d'Argentine, la patrie, et nous parlons de réduction des risques. Qu'est-ce qui s'est passé lorsque je... connu la réduction des risques. Oui, il y avait une confusion en ce qui concerne les choses. Hay que cuidarnos en todos y en todos. No hay que juzgarnos y acompañarnos a cada compañero que necesite acompañar. Siempre, pero desgraciadamente las mujeres Malheureusement, les femmes, no somos creíbles, todavía nos pasan las cosas. Gracias por todo. merci pour tout. Et Olá, sou Emanuele Marques, tenho 23 anos. bonjour, Feministas antiproibicionistas. je suis Emmanuel Marquez, j'ai 23 ans, je fais partie des réseaux féministes antiprohibitionnistes au Brésil. Je viens de Pernambuco, je suis étudiante de psychologie et je fais réduction des risques également.
Je lutte contre les stigmatisations dans le secteur académique. Você não tem mais vazão, que tudo Il que a você été fala déclaré não que é les mais usagers de científico, tudo que você fala é questionável, que você drogues é basicamente a permis liberação et illégales, das drogas para que todo mundo curta e normalement, quand il s'agit de drogues illégales, curtam o diálogo e não on querem doit compreender as coisas a partir do momento que questionner você son coloca usage principalmente quando et você qu'ils defende ne direitos sont pas humanos, prêts à questões écouter de les direitos dialogues et ils humanos, ne sont uma pas política que tem que ser vraiment feita realmente là por à entendre vários, ce qui est la para réduction des que risques. ela Mais se torne semble-t-il que uma c'est une devolução politique que doit da faire avec humanidade, la da dignidade da participation des pessoa, que não usagers. foi tirada pelo sistema C'est punitivista, la seule proibicionista, que façon qu'on encarcera, peut que mata, principalmente as redonner la crianças. dignité aux Então, usagers, Ciudadanos visa car que tout não tenha mais ceci isso e est dá dû voz à une a politique esses demagogues, prohibitionniste principalmente do Estado. qui interdit la consommation. Et nous devrons donner la voix à ceux qui l'ont perdue à cause du patriarcat. Je suis Ande Maleo, je suis femme, militante féministe. Je suis usagère et productrice de cannabis. Je suis travailleuse, maman. J'ai toujours été stigmatisée depuis l'âge de 13 ans parce que j'utilisais le cannabis. Et je suis usagère, femme et mère. On doit se cacher non seulement à cause de la persécution que l'État fait envers nous, mais aussi parce que si quelqu'un apprend qu'on utilise le cannabis, donc on est considéré comme un danger et puis on est jugé à cause de nos pratiques, des choix qu'on fait dans notre vie. C'est pour ça qu'il faut se cacher, on a peur, on perd notre propre identité à cause des choix effectués. Moi, j'ai souffert de la violence. Lorsque je voulais eu accès à cannabis, toujours lorsque on contacte un dealer, on prend le risque, on prend un risque énorme. Pour moi, être militant, m'approcher des organisations, des collègues, hommes et femmes, qui n'ont pas de préjugés, c'est une façon pour moi de réduire un peu une partie de la violence que les systèmes patriarcaux nous imposent. Il y a des réseaux de sécurité, contention, accompagnement. On est soutenu grâce à toutes ces luttes collectives. Moi, je suis productrice aussi, et ça, c'est un grand outil de préservation de soi-même, de construction d'une réalité différente pour moi et pour d'autres. On est moins stigmatisé, violenté et vraiment, on peut exposer notre personnalité. Et normalement, c'est de ça qu'une société pour droit pour tous s'agit. Bonjour. Nous sommes dans une organisation, la plupart de nous sommes des travailleurs sexuels, trans, femmes, usagers de différentes substances. Pendant notre travail, nous avons fait face à la discrimination car la plupart d'entre nous consommons de la marijuana et puis ça nous a mené à être considérés par la société comme des mauvaises personnes, comme des vicieuses qui sont dans cette maison, elles se droguent. Et puis, bon, grâce aux années de militantisme, on a pu changer les choses, au moins un peu, au moins la perception que la société a de nous.
Moi, je suis Ingrid Farias du réseau d'activistes antiprohibitionnistes du Brésil, RENFA. C'est un grand plaisir d'être ici dans cette vidéo avec d'autres femmes de la région qui luttent pour la prise en charge. Notre réseau, plaidoyer, les droits des femmes, usagers de drogue, les travailleurs sexuels, des femmes qui vivent dans la rue. Et nous luttons tous les jours pour qu'il y ait d'autres modèles de politique de drogue, afin que les modèles soient créés et que ce soit des modèles qui ne promuent pas la détention des personnes, notamment les femmes noires ou de basses ressources, et qu'ils puissent décider conjointement avec d'autres femmes d'Amérique latine. Je veux réitérer mon souhait d'avoir un monde sans prohibition, sans emprisonnement. Nous devons réfléchir à la réduction de dommages en se concentrant sur l'antiracisme, améliorer notre prise en charge et accueillir davantage les personnes qui viennent de différents contextes. Merci beaucoup. Je suis une femme trans à Costa Rica. Moi aussi, j'étais dans le commerce sexuel et comme mes autres collègues. Mais grâce à Transvida, depuis 2016, je ne fais plus de commerce sexuel jusqu'à date. J'ai obtenu un emploi digne, décent. Maintenant, je gagne bien ma vie. J'étudie en même temps. Je suis en train de faire mon baccalauréat. Et puis, j'ai créé le premier groupe de folklore des femmes trans à Costa Rica. Ça m'a permis d'avoir amélioré ma qualité de vie. Ça, c'est le réseau Redland Trans qui m'a appris à connaître les droits humains et les défendre, plaidoyer. Ça fait une vingtaine d'années que vivons avec VIH. Ça fait 25 ans que je suis usager de drogue. Je appartiens au réseau Raudao. J'ai souffert de la discrimination. Nous savons qu'une femme cachibachi, comme on m'a toujours appelé, n'est pas aimée d'autres. Moi, je suis l'apôtre. Bonjour, j'ai 42 ans. Je suis une femme de plus infectée de l'hépatite C. Pendant je me suis aperçue, grâce à mes collègues, lors d'une entrevue, que j'avais l'hépatite C. Et à partir de ce moment-là, j'ai souffert la discrimination de la part de beaucoup de personnes. Ce qui m'a fait mal au cœur, c'est que c'était notamment de la part de mon partenaire et d'autres personnes près de moi. Mais ce qui me fait plus mal au cœur, c'est mon partenaire parce qu'il me dit que par des relations sexuelles, je peux le contagier et que je ne vaux rien étant que femme. Et ça fait mal au cœur, malgré le fait que oui, je suis atteinte, que je parle à la sécurité sociale. Je sais qu'au Seguro Popular, je ne l'ai pas, je ne reçois pas les traitements. Je sais que je peux être atteinte de cancer ou qu'à un moment donné, je peux souffrir d'une cirrhose hépatique. Et on a toujours peur. J'ai toujours peur dans mon esprit parce que je suis atteinte d'une maladie et depuis ces jours-là, j'ai peur et je continue à utiliser des drogues. Mais ça colle et ça fait mal. Et moi, je n'ai pas pu jusqu'à présent en parler ouvertement
notamment à ceux personnes à qui je n'ai pas la confiance, parce que je serai tout de suite jugée. Et moi, je partage pas mon matériel parce que je pourrais être contagiée de notre maladie. Et moi, je rêve d'en avoir mon traitement comme être humain que je suis, malgré le fait que je suis âgée de drogue et que je consomme de la drogue. Malgré tout cela, j'ai une famille et je suis mère de 2 filles. Et mon fils qui est déjà a déjà atteint un âge adulte, mais les autres 2, ils dépendent de moi. Et c'est pourquoi j'ai besoin de mon traitement. Et bon, je remercie à mes collègues et les personnes qui travaillent dans le réseau parce qu'elles m'ont beaucoup assisté, notamment financièrement, avec de matériaux, des kits. Et c'est grâce à eux que je me suis aperçue que j'étais atteinte de l'hépatite. Heureusement, je suis pas grave, mais bon, je leur remercie et puis et je me mets dans les mains du Seigneur, de bon Dieu. Je vous remercie et je vous si vous savez que le traitement va être disponible à Juárez, de nous le faire savoir parce que nous sommes nombreux à avoir besoin de ce traitement. Moi, je suis Olinda Pernambuco, 33 ans. Je fais partie de RENFA et collectif Toujours en Vie. Je suis psychologue. Voilà, ça c'est ma formation académique. Je suis aussi réductrice de risques, je suis artisan et maman. Aujourd'hui, je vais vous parler de mon parcours dans la réduction des risques. Mon premier contact à réduction de risques était pendant mon enfance parce que mon père a abusé de l'alcool et lorsqu'il avait cet épisode lorsqu'il était dans cet épisode d'abus d'alcool, il allait pisser dans le frigidaire parce qu'il ne trouvait pas il faisait confusion de la porte du réfrigérateur avec celle des toilettes. Donc, moi, j'ai commencé à fumer à l'âge de 12 ou 13 ans, malgré les efforts de ma mère pour m'empêcher. Moi, je consommais de la marijuana et le médecin me disait toujours que tous les dommages que j'avais physiquement étaient à cause de la cigarette, parce que je fumais pendant ma grossesse et parce que j'avais mis la vie de mon enfant parce que j'avais fumé pendant la grossesse. Lorsque j'avais 23 ans, j'ai souffert une embolie. Et puis, suite aux conséquences de ce problème, je dois prendre des médicaments pour arrêter de fumer, des cachets pour la dépression, Panacépam pour pouvoir dormir, ibuprofène pour réduire les douleurs musculaires et puis un autre médicament pour la migraine. Je vais développer des différentes stratégies au fil des années, comme fumer quand je suis au début. Un programme qui s'appelle Attitude, j'ai pu apprendre beaucoup de choses pour mon métier de psychologue. Bon, beaucoup de choses m'aident à réduire les dommages et assurer ma survie. Je viens de la province de Buenos Aires. Les stigmations, la discrimination, la violence ont presque toujours été présentes dans ma vie. Pour le seul fait d'être travesti, être usagé de drogue, on m'appelait des putes et des sidouses.
L'État me regardait et m'empêchait de travailler, d'avoir des soins de santé. Donc, c'est pourquoi, depuis mon très jeune âge, j'ai commencé à me prostituer. Aujourd'hui, grâce à l'assistance et l'assistance de mes parents, j'ai pu mener une vie décente, un peu mieux. Et la réduction des risques m'a aidé à contrôler l'usage et l'abus des substances. Aujourd'hui, je peux me considérer comme un usager responsable. Bueno, Bon, les cuento que empezamos hace mucho tiempo para poder armar este il y a video. longtemps que nous avons commencé pour pouvoir créer cette vidéo. Peut-être depuis notre perspective, en étant l'autorisation et accompagnant d'autres femmes pour pouvoir le faire. Dans mon cas particulier, c'était difficile de pouvoir mettre un visage et enregistrer un message. Donc, je remercie infiniment à toutes les femmes qui ont pu le faire, car avec tant de travail, le VIH, et souvent on travaille tellement dans la prévention ou l'accompagnement avec des femmes de VIH, mais usager de drogue, c'est une double stigmatisation et ça nous empêche de nous rendre visibles. Maintenant, je voudrais donner la parole à Diana Hernández González de Costa Rica, qui vient de aussi au réseau Trans au niveau régional. Diana, s'il vous plaît. Bonjour, bonjour, bon après-midi. Sí, te escuchamos, Diana. Diana, on t'écoute. Quel plaisir de participer ici avec vous de cette activité et justement rendre visible le thème et l'usage des substances dans les différentes populations et comment promouvoir le thème que les pays doivent adopter les programmes de réduction des risques et peut-être même pas éliminer, mais bien réduire le thème de l'abstinence et travailler fort sur la stigmatisation des personnes usagées, les populations clés et les personnes vivantes avec VIH. Il est très important de souligner le thème des ateliers qui s'organisent. En tout cas, à Costa Rica, ça fait 3 ans que nous travaillons sur la modalité de réduction des risques et notamment, il s'agit de partager avec des personnes techniques avec la société civile pour mener à bien des processus pour que les populations aient une consommation contrôlée et que ça n'affecte pas la qualité de vie. Dayana, ¿estás ahí? Diana, êtes-vous là? Sí, sí. Bueno, ¿has terminado? Bon, oui, essentiellement, c'est ce que nous on fait dans les groupes de réduction des risques. Souvent, on fait référence aux différentes organisations de l'État. On a une route critique pour organiser l'éducation, le côté économique, financier, préparation technique, afin qu'ils puissent avoir des outils pour obtenir un travail et qu'ils puissent avoir un revenu fixe.
et qu'elles puissent exercer un emploi en sécurité. C'est ce qu'on fait dans notre pays. Bueno, muchas gracias, Diana. Merci beaucoup, Diana. Ahí has puesto tu cámara. Poder saludarte. Hola, pura vida. Bonjour, pura vida. Oui, on te voit à l'écran maintenant. Bon, est-ce que Zulema ou Angélica sont prêtes? Nous avons la présentation de Zulema. Ah, dans ma liste, j'ai Ingrid d'abord, mais si tu veux, je peux mettre à l'écran la présentation de Zulema. Attends-moi. Partager. ¿Pueden verla? Pouvez-vous la voir à l'écran? Listo, Zule, te Bueno, escuchamos. Zulema Guadalupe. Zulema Guadalupe Ramírez, elle vient de l'organisation des programmes Compañeros de Ciudad Juárez et elle travaille conjointement avec Redumex Mexique. Zulema, vous avez la parole. ¿Me presento? Je me présente? Sí, querida. Oui, vas-y. Je suis Zulema, je suis promoteur de santé ici à Juárez. Y aquí les voy a presentar mi presentación. Je vais donc faire ma présentation que vous voyez à l'écran. Les conditions des femmes usagers de drogue qui exercent un travail sexuel et ou sont privées de celles qui sont privées de liberté. Si quieres, tú me dices cuándo te paso las láminas. Ok, está ¿sí? muy bien. Para que no te... Ok, sí, gracias. Aquí se miran las usuarias que Voilà l'image des usagers de drogue. Nous sommes en train de éliminer les seringues afin qu'elles ne puissent plus les partager. Y aquí estoy haciendo kits de crack. Je fais crack kits. Ay, discúlpeme, me puse un poquito nerviosa. Je suis vraiment inquiète, je suis désolée. Hola. Ok, un momentito. Je les traque. Entonces, yo debo decir que Zulema hace un trabajo maravilloso acompañando. Mais tu fais un travail extraordinaire, Zulema. Vas-y, vas-y. Bon, les conditions. Je vous montre les conditions des femmes usagères de drogue qui font du travail sexuel et qui sont privées de leur liberté. Sexe et drogue sans protection appropriée, c'est quelque chose. Y eso incluye sin Ça comprend aussi sin condones masculinos ni femeninos. le fait qu'elles n'ont pas accès à des préservatifs masculins, féminins, et beaucoup parmi elles vont partager les drogues, les seringues, et donc elles sont à haut risque de contamination et qu'elles puissent transmettre l'hépatite, le VIH. Si tu partages ta pipe de crack, bon, à ce moment-là, elles peuvent transmettre une maladie. Et il y a autre chose, c'est que, bon, elles vont avoir des rapports sexuels sous les effets de la drogue ou de l'abus de l'alcool. Donc, elles ne sont pas conscientes de ce qu'elles font. Un autre risque à considérer. La prise en charge pour le VIH et d'autres maladies. Je m'excuse.
Les femmes privées de la liberté, elles vont échanger de sexe pour des bénéfices, c'est-à-dire de l'argent, de la nourriture, pour continuer à se droguer à l'intérieur de la prison. Il n'y a pas de seringues neuves pour qu'ils les utilisent. Elles doivent utiliser la même seringue ou partager la seringue avec d'autres collègues qui utilisent de la drogue. Ils n'ont pas non plus d'accès ni à des préservatifs masculins ou féminins, ni aux lubrifiants. Moi, je suis en train de demander et exiger beaucoup plus de soutien pour la femme travailleuse sexuelle et usagère de drogue. Nous devrons avoir plus accès à l'éducation et aux services de santé. Qu'ils puissent venir demander pouvoir aller avec un gynécologue ou se faire des dépistages de cancer. Il est très important qu'elles puissent avoir des lubrifiants parce que normalement, les condoms peuvent être cassés si elles n'ont pas ce lubrifiant à cause de la sécheresse qu'il y a dans ces génitaux. Je vais vous aider pour que vous n'ayez pas les tracs. Ici, nous demandons de soutien pour avoir un meilleur habitat. Normalement, elles habitent dans des maisons qui sont abandonnées et on peut voir les conditions de ces maisons sont terribles. Les toits sont en train de s'écouler. Il n'y a pas de service d'eau courant. Elles ont besoin aussi d'avoir accès à la garde des enfants et que ça corresponde aux horaires où elles ou ils travaillent. Parce que il faut permettre aux travailleuses sexuelles de pouvoir aller travailler, mais il faut aussi avoir les enfants dans une garderie. Bueno, los servicios de tratamiento para aquellas que quieran dejar de Service usar. de traitement pour celles qui veulent arrêter de consommer de la drogue. On a plus des annexes, des centres où ils puissent être pris en charge, s'éduquer, améliorer leur vie. Dans ces centres de réhabilitation, il faut qu'il y ait des services disponibles pour qu'elles puissent aussi être en compagnie de leurs enfants. Souvent, elles ont peur de laisser leurs enfants dans une personne étrangère ou un membre de ses familles parce qu'elles n'ont pas le droit d'être accompagnées de leurs enfants. Donc, on a besoin des centres de réhabilitation qui est des garderies à l'intérieur. Et puis, je vous ai déjà expliqué que les garderies doivent s'adapter aux horaires dans lesquels elles travaillent. On a besoin aussi de plus de subventions pour qu'elles puissent apprendre des habiletés pour améliorer leur qualité de vie, des bourses. Nous avons besoin de programmes sans discrimination, sans stigmatisation, un traitement égalitaire. Souvent, les femmes sont en surdose et personne ne va les soutenir. Mais s'il y a un homme qui est en difficulté, alors même sa mère va l'aider. Mais ce n'est pas la même chose avec les femmes. Les femmes doivent s'assumer elles-mêmes.
Je m'excuse parce que je les traque, mais je suis en train de faire mon meilleur effort. Nous avons besoin d'un système qui puisse nous garantir une protection. Souvent, nous sommes discriminés par la police, par la sécurité publique. À l'écran, vous voyez une photo, et moi étant que promoteur de santé, j'étais discriminée par la sécurité publique. Ce jour-là que nous sommes allés à faire les dépistages de VIH, la police même est venue envers moi. Quand il y avait d'autres collègues qui étaient exactement dans cette même zone et qui travaillaient avec moi, mais ils sont venus envers moi seulement, avec cette stigmatisation. Ils sont venus me déranger, oui, et mes droits humains ont été violés. Et je ne sais pas si vous pouvez voir à la photo, ils sont là en train de me toucher. Oui, on peut voir, oui. Donc, on demande, on exige un bon traitement et un traitement égalitaire. D'avoir des garderies pour les femmes qui exercent le travail sexuel, les bénéfices de l'habitat, tel que l'Infonavit, qu'elles puissent avoir accès à une maison décente pour elles et pour leur famille. Nous demandons de l'égalité, avoir des ateliers de réduction des dommages, des formations pour qu'elles puissent apprendre à mieux s'occuper d'elles-mêmes, à devenir des meilleures mamans. Oh, moi, je les traque. Vous avez pu voir la présentation, n'est-ce pas? Tu l'as fait très bien. Oui, on a pu voir ta présentation. C'est impressionnant le travail que toi et tes collègues font. Merci beaucoup. Autre chose que je voudrais ajouter, c'est que souvent, on n'a pas beaucoup de ressources ou des projets comme cette année que les projets de notre travail se sont vus affectés. Mais nous avons vraiment besoin de beaucoup de ressources destinées à la prévention, notamment pour les femmes. Moi, étant que femme, moi, j'étais discriminée parce que j'étais travailleuse sexuelle, parce que j'étais usager de drogue. On m'a battue, on a abusé de mes droits humains. Il y a beaucoup de mes collègues qui sont dans la rue, qui vivent avec cette crainte d'être discriminés, d'être abusés, qu'une sécurité publique vienne et puis ils disent donne-moi tout ce que tu as parce que sinon je vais t'amener, je vais t'arrêter. C'est comme ça que ça se passe et je travaille avec elle tout le jour et tout le jour il y a quelqu'un, une femme qui va être affectée par la sécurité publique parce que si on ne leur donne pas leur argent, à ce moment-là, ils peuvent leur inventer un cas de trafic de drogue et elles ont peur qu'on les amène et qu'on les arrête, qu'on l'emprisonne. Souvent, lorsqu'on distribue les seringues, elles ont peur de recevoir les seringues, notamment s'ils viennent toutes seules, parce que des fois, on les donne par des paquets, mais souvent, on les donne à la pièce et puis ils ont peur parce que la sécurité publique peut s'approcher d'elles et s'ils vendent les seringues à la pièce, alors à ce moment-là, on veut les arrêter
Et puis, justement, pour les savoir sur elles, ils veulent leur inventer de la drogue, on leur prend leur argent. Autre chose que la sécurité publique fait, c'est qu'elle les arrête, enlève leurs pièces d'identité et la prochaine fois, elles ont raison pour les arrêter parce que ces moments-là, ils sont démunis de leurs pièces d'identité parce que les polices viennent de leur voler leurs pièces d'identité. Et puis, bon, lorsque les travailleuses sexuelles travaillent à l'hôtel, peu importe l'ubication où elles soient, ils vont attendre que la personne entre. Et lorsque le client sort avec cette femme, ils vont aller aborder les clients et puis ils vont voler l'argent du client et que non, que la fille demandait plus d'argent et que ils doivent payer davantage. Et moi, j'ai vu ça. J'ai constaté ça de mes propres yeux. Et donc, des fois, ils vont aborder les clients aussi. Au panel, on te demande si vous faites de la formation pour la police et quelles sont les barrières qui vous empêchent de dénoncer la violation aux droits des hommes. Oui, nous faisons de la formation pour la police, mais souvenez-vous que malgré le fait qu'on puisse dire à la sécurité publique qu'ils sont en train de faire quelque chose de mal, peu importe, parce que si tu me demandes de qui tu as peur, des malfaiteurs ou de la police, je veux te répondre de la police parce que ils vont discriminer les filles. À moi-même, on m'a discriminé. Et moi, je suis promoteur de santé. Et si moi, je t'ai discriminé, figure-toi ce qu'elles font envers les filles. Nous essayons de convaincre les filles d'aller dénoncer auprès des droits humains parce que si on fait rien, rien va arriver. Mais souvent, elles ont peur qu'il puisse y avoir une riposte envers elles et on les empêche de travailler. Elles ont peur d'aller dénoncer parce qu'elles pensent que rien va être fait et qui va les protéger? Qui va leur garantir qu'ils ne vont pas se venger d'elles pour avoir dénoncé? Donc oui, nous essayons de faire de nos mieux pour que ces femmes puissent aller présenter ces dénonciations, mais elles ont peur que ça puisse si la íbamos a entender igual porque tenemos la suerte de tener traductores. Non, ne t'en fais pas. Merci. Parce que des fois, elle parle en anglais. Donc, elle dit qu'il n'y a aucun problème parce qu'il y a des interprètes qui assurent la traduction, que ce soit de l'anglais ou de l'espagnol qu'elle parle. Les droits humains qui limitent l'accès aux soins de santé pour les femmes vivant avec VIH et les usagers de drogue. Merci de nous avoir rendu visible cet thème. Ingrid du Brasil, réductrice de dommages, acteur public de l'Observatoire féministe du Nord-Est, cofondatrice de réduction de dommages ou de risques, féministe, contre-prohibitionniste et membre de Planned Food. Ingrid, un plaisir de t'avoir et tu as la parole. Ingrid, ¿estás por ahí? No sé si se habrá salido. ¿Estás, Ingrid? Recién la vi.
Si no, seguimos. Bon, si Ingrid n'est pas là, No sé si se salió. Creo que salió, no la encuentro entre je nosotros. ne la vois plus. Podemos seguir con Verónica Yepes On peut Aguirre, continuer avec Véronique activista Chepes canábica, Aguirre, militant trabajadora sexual y también miembro cannabica, c'est membre aussi de y es PLAP, de México también. du Mexique également. Pero Vero, bonjour, sí, podemos seguir. ¿Ya me escuchan? pouvez-vous m'entendre? Oui, oui, on t'entend. A todos, ¿cómo están? Bonjour à vous toutes Yo les et quiero hablar de tous. un ámbito Je vais vous diferente parler a la Ciudad de de México. un phénomène bien différent ici à la ville de Mexico. Ici, nous avons fait beaucoup de progrès en tout ce qui concerne le travail sexuel et le VIH ici à Mexico, à la ville. Nous avons des cliniques pour les personnes vivant avec VIH. Il y a des collègues qui travaillent et qui acceptent le travail sexuel. C'est là où on leur demande d'y aller. Moi, je fais le dépistage rapide de VIH. Je suis conseiller pour le syphilis et l'hépatite. Il est très difficile d'intersectionner toutes ces questions dans les plans institutionnels et dans le public. Voilà, ici à Mexico, il y a une stigmatisation interne, externe, sociale. Elles se vont regrouper pour obstaculiser l'accès à la santé, la prise en charge et la justice. Ici, à nos collègues, mais grâce à la lutte, au plaidoyer, nous nous sommes rendus visibles pendant depuis des années. Et nous assurons l'accès. Ay, esa tecnología como que nos falla de repente. La technologie n'est pas avec nous toujours. Hein? Otro más, por favor, compañera. ¿Uno más? Avancen una más. Ahí está. Voilà. La visibilité de la diversité sexuelle dans les mouvements mexicains du cannabis. Moi, je viens du mouvement Marihuana Libération. Revenez en arrière, s'il vous plaît. Marihuana Libération, c'était un mouvement auquel j'étais. Et ça nous a donné de la visibilité en tant que consommatrice et pouvoir participer socialement. La demande et exiger le gouvernement de Peña Nieto de présenter des documents. Il est très difficile de se rendre visible dans un terrain de drogue qui était conçu pour les hommes. Alors, l'arrivée d'une femme, la violence est beaucoup plus sévère envers nous en tant que femmes. Non seulement nous nous sommes rendus visibles en tant que consommatrices, mais nous avons démontré aux personnes que nous sommes efficaces et fonctionnels. La suivante, s'il vous plaît. Les mouvements. Oh, ¿quién maneja esto tan horrible? No, atrás, compañeras. Ahí, por favor, ahí. Los movimientos sociales Les mouvements sociaux psychoconcordants. Dans ces mouvements sociaux, moi, je viens des mouvements des étudiants, des paysans, ensuite de cannabiques mexicains. Et puis, j'ai commencé à établir les bases en disant que le mouvement mexicain cannabique doit considérer les personnes transsexuelles parce que la diversité sexuelle a été en contact avec les substances psychoactives et notamment la communauté trans. Nous avons occupé des places dans la chaîne de distribution, c'est pas fierté à le dire, mais on a été en contact avec. Donc, le mouvement des travailleurs sexuels, avant d'aller travailler, nous nous faisons accompagner pour une substance pour tenir la solitude, de toutes les impositions de discrimination de la partie de ta famille, de tes amis, parce que ce sont les premières qui s'en prennent à toi.
d'unification des consommatrices cannabiques dans l'espace public. Je me répète encore une fois, revenez en arrière, s'il vous plaît. Me semble-t-il que c'est l'ordinateur. Donc, nous avons toujours été discriminés pour fumer du cannabis. Nous le faisons dans l'espace public, on est stigmatisé 12 ou 3 fois de plus. Lorsqu'une femme va demander un service de santé ou de justice et on apprend qu'elle a l'habitude de consommer, alors là, tout est obstaculé. On ne prend pas au sérieux, elle est une malade. Elle ne s'arrête pas à voir si elle a besoin de faire une réhabilitation. Elle est une addict, elle n'est pas une consommatrice. Gracias. Trabajo sexual y movimiento Travail canábico. sexuel et mouvement cannabique. Comment est-ce qu'ils vont se joindre? Les collègues, on ne s'est jamais rendu visible en faisant partie du mouvement. Mais maintenant, on le fait parce que nous sommes des consommatrices visibles. On doit être dignifiés. Dans tout le travail que j'ai effectué ici à la ville de Mexico, c'était de travailler dans les programmes Orchidée pour l'attention des personnes qui exercent le travail sexuel. Et à l'intérieur de ce travail sexuel, qu'il ait une attention pour qui sont aussi usagers des substances. Dans le ministère du Travail, de l'Emploi, le ministère de la Santé, on a évoqué les thèmes en soulignant qu'il était important de réduire la stigmatisation. On ne peut pas arrêter cette stigmatisation du jour au lendemain, mais il faut changer la narrative des consommateurs de substances dans le XXe siècle. On peut le faire par des ateliers, des stratégies de portée envers la population pour leur dire que nous sommes fonctionnels, qu'ils ne sont pas les pervers personnes qu'ils sont dans leur imaginaire. Suite, bon. Je suis à la Direction générale des droits humains suite à la ville de Mexico. Et moi, je me suis permis d'organiser dans les différentes régions de la ville de Mexico où on aborde des thèmes de diversité sexuelle, travail sexuel, l'usage de substances psychoactives, le VIH. Des thèmes tabous parce que normalement, les personnes usagées des substances ne vont pas adhérer au traitement de VIH parce que si elles vont utiliser les deux, donc ils seront plus à risque et il faut démythifier cela. Et pour cela, j'ai utilisé le tableau de l'Université de Liverpool où on parle de combinaisons de substances, des rétroviraux, des différents types de médicaments. L'outil des Plappers pour harmoniser le travail sexuel. Nous sommes en train de socialiser dans les différentes populations. Et suite, c'est un des modules pour résoudre la problématique qui vit les personnes qui exercent le travail sexuel, l'exacerbation d'usage psychoactif qui les met en danger. Suivant, s'il vous plaît. L'autre. Lorsque j'ai commencé mon travail au sein de parcours de travail sexuel, j'ai appliqué des CPS avec mes collègues, des dialogues participatifs ainsi que la récollection, la cueillette d'informations de la part des collègues de quelles étaient les consommations, crack, poudre. Mais maintenant, ils consomment du cristal. Grâce à tous ces parcours au sein de ce groupe de travail avec mes collègues, j'ai pu connaître la problématique dans chaque endroit. Il faut comprendre, et il me semble que les personnes n'ont pas compris, que pas
toutes nos collègues vont toucher la même substance ou ont les mêmes problématiques, et savoir avec le lieu où ils travaillent, si c'est à la ville de Mexico, si c'est à notre État, si c'est dans la côte, si c'est dans un autre pays. Les problèmes de substances psychoactives est lié à tout ça. Et nous devons connaître toutes ces informations pour avoir une vue d'ensemble d'exactement cela. Parce qu'elle pense que tout le monde consomme la même chose et fait la même chose. Et on peut dire qu'ici à la ville de Mexico, à l'alcaldía de Cuauhtémoc, que c'est un travail sexuel de façon désordonnée. Le problème plus grave, c'est les solvants, la monnaie et le cristal. C'est ça qui est en train d'affecter notre population à cet endroit de la ville de Mexico. Il y a d'autres personnes qui ont notre contexte de revenus, là, il y a beaucoup plus d'argent, donc elles vont consommer de poudre, de cristal, et donc vous voyez comme ça dépend de l'endroit où elles travaillent, la substance qu'elles vont consommer. Donc, VIH, dépistage et substances psychoactives. Voilà. Les photos, lorsque je travaillais à Iztapalapa, j'ai fait ces liaisons de cette alcaldie. Une de mes missions, c'était faire comprendre à la population que le VIH et les substances psychoactives ne sont pas discordantes. Donc, on peut avoir les deux. Qu'est-ce qui se passe à la ville de Mexico? Quelle est notre problématique? Nous adhérons amoindri au traitement à cause de l'usage des substances. Je reviens aux mêmes choses. Mes collègues pensent que s'ils consomment de substances psychoactives, tu dois quitter ton traitement VIH parce que sinon, ça peut t'affecter davantage. Mais c'est bien au contraire. L'effet de ne pas avoir ton traitement est beaucoup plus dangereux que si tu le combines avec les drogues. Quand je vois mes collègues des travailleurs sexuels, je leur propose de dépister pour VIH et d'autres maladies infectieuses. Et je leur propose aussi des préservatifs et des lubrifiants. Il faut construire l'espace par les langages. Si nous ne changeons pas notre langage, je pense que cette situation ne va jamais changer. Il faut changer les noms des préservatifs féminins ou masculins. Et c'est des préservatifs intérieurs-extérieurs. Savoir comment les proposer, créer des stratégies de grande portée, parce que normalement, les populations qui ont un problème avec les substances sont différentes à portée des personnes qui sont handicapées, qui ne souffrent pas de la violence en continu. Donc, il fait être dans une attitude à l'offensive, si vous voulez, parce que ça empêche leur récupération. Flappers, prévention santé mentale et cannabis. Je suis membre Flappers, diversité Peñita, c'est mon groupe à Tizapan. Nous mettons en œuvre la prévention combinée, non seulement apporter les denrées, parce que si tu donnes les denrées, ils ne vont pas les savoir utiliser. Même si par logique, ils le savent déjà, il faut aussi l'information du produit, de comment est-ce qu'on peut réduire les risques dans leur centre de travail. Un autre thème qu'on aborde et qu'on devrait aborder tous, notamment ceux qui travaillent dans ces problématiques des populations vulnérées, non pas vulnérables, c'est tout le monde qui vulnère, sont vulnérés parce qu'elles ne sont pas nées comme ça. Et nous avons mis le fait qu'elles sont vulnérables. Maintenant, avec la pandémie, nous devons créer des stratégies pour combattre la santé mentale et travailler là-dessus. Qu'est-ce qui vient accompagner de cette détérioration de santé mentale? Bon, l'usage des substances, on n'a pas appris. Comme on nous a appris
à fumer et consommer de l'alcool. Donc, il y a une question culturelle. Donc, il faut faire connaître de la population le fait qu'on peut y avoir les deux ensemble. La transversalité, beaucoup vont nous dire où est-ce que tu trouves l'intersection dans l'espace public. Nous ne comprenons pas que nous sommes partie d'une problématique publique. Si nous ne coopérons pas pour la résoudre, donc même s'il y a quelqu'un qui essaie de résoudre les problèmes, va pas le faire tout seul. Les personnes au sein de cette diversité, nous devons nous comprendre que nous faisons tous partie, les consommatrices de substances. Juan Pablo García Badecho, le chroniste des mouvements mexicains du cannabis, il dit, et je cite, avant d'une ouverture pour la substance, nous devons culturaliser la société. Nous, étant que travailleurs sexuels, nous devons promouvoir la santé mentale dans la jeunesse, l'usage des préservatifs dans la jeunesse. Voilà l'intersectionnalité, intersection entre les différentes générations. Pourquoi? Pour que ceux qui viennent derrière nous puissent apprendre comment utiliser les substances, parce qu'on on ne nous a pas enseigné à utiliser les substances. Et c'est ça qui nous a fait de mal. La COVID est arrivée et ça a affecté tout le monde. Alors, qu'est-ce que j'ai dû faire? Bon, des actions d'urgence pour nos collègues. Gérer des produits, des soutiens de denrées alimentaires et d'autres activités parce que le gouvernement s'est concentré à d'autres populations prioritaires pour eux. Mais nos collègues ont été ignorés, ils ont été abandonnés, ils ont fermé les hôtels à la ville de Mexico, les centres de travail étaient fermés. Qu'est-ce qu'on a fait? Parce que ce n'était pas que moi. Oh, il y a des associations qui ont commencé à agir et nous avons porté de l'assistance pour des produits, pour des denrées alimentaires, parce que l'assistance doit toujours être là. Et nous nous sommes rendus visibles, étant faisons partie de la solution de cette problématique sociale et sanitaire. Travail interinstitutionnel et de pair. Bon, moi, j'étais dans les droits humains et puis j'ai fait toute cette série de travaux qui sont destinés aux serviteurs publics, à des structures, à des étudiants, destinés à la population, à tous, à toutes. J'ai obtenu le soutien des institutions telles que la CUD d'Iztapalapa, l'Alcaldía Azcapotzalco et d'autres institutions. Je ne les sais pas toutes en tête là maintenant et je suis désolée. Mais bon, le travail des pairs c'est ça qui nous a aidés à nous garder en vie. Sans cette transition, sans ce travail, il y a un empêchement lorsqu'il y a un travailleur de la santé arrive, son langage est tellement élaboré, il ne peut pas transmettre l'information à nos pairs. Un avantage, c'est que toute cette information qui est en train d'obstaculiser, nous avons donc l'empêchement de langage. Donc, on essaye de s'adapter pour que les gens puissent comprendre. Parce que le langage est vraiment un obstacle pour avoir accès à la santé et d'autres droits également. Donc, un travail très important que nous avons fait. Parce que sinon, on ne peut pas rapprocher la formation de nos collègues parce que la manque d'envie, le courage, elles n'ont pas une éducation très élevée. Disruption étant qu'une méthode d'écoute. Je ne sais pas si vous m'avez vu dans quelques médias parce que nous avons fermé des vialités, parce que nous faisions cette démonstration, parce qu'on protestait contre les féminicides et toutes ces violences contre les femmes. Et
Comme on ne nous a pas écoutés, nous sommes allés au ministère de la Justice pour réclamer l'assassinat de notre collègue Mireya de Plappers. Paciencia, Vero, que estamos en vivo. Patience, patience, Véro, nous sommes live. Non, allez-y, mes collègues. Moi, je continue. Donc, voilà cette action que pour beaucoup peut sembler violente, mais plus violent, c'est encore de trouver notre collègue avec des signes de violence dans son corps. Et rien n'est fait. Il y a une de nos collègues qui meurt pendant la nuit dans un hôtel parce qu'elle a été battue et parce que le seul fait d'avoir trouvé un peu de drogue sur elle, on rejette le cas, on le jette à la poubelle. C'est pas possible. Il faut arrêter cette intimidation envers nous. Et quelle est la méthode d'écoute? Ils nous sont forcés à faire la disruption dans les espaces publics et on va continuer à les pratiquer jusqu'au moment qu'on occupe la place à laquelle on a droit. Et que, non pas parce qu'on est traite avec beaucoup d'attention, mais c'est juste parce que nous sommes des personnes, ça va au-delà de la biologie, c'est une question sociale aussi, le fait de nous introduire et le fait qu'on consomme des substances psychoactives qu'on va mettre dans notre corps, c'est notre choix. Sans autonomie psychoactive, il n'y a pas de l'autonomie comme telle. Donc, nous sommes là en train de plaidoyer pour nos droits, dire que nous sommes décents comme êtres humains, comme des individus, que soit reconnue notre existence dans cet espace public, des femmes usagers des substances et usagers consommatrices du cannabis. C'est moi. Je suis transactiviste, travailleuse sexuelle, serviteur public, consommatrice de substances psychoactives, adjointe dans la direction des droits humains et CIVISO. Et nous travaillons pour nos collègues tous les jours, dans le dépistage, dans tout ce qui est en rapport avec nos collègues de travailleurs sexuels, que ce soit des femmes, que ce soit des consommatrices de drogue. Le mouvement cannabique est aussi un mouvement trans. Merci. Nous sommes là. Génial. Un applaudissement pour notre collègue. Génial. Ingrid, malheureusement, n'a pas pu se connecter. Donc, maintenant, on va entendre Catalina Castillo. Elle vient de l'Argentine, du réseau bonaerense des personnes vivantes avec VIH Zone-Ouest. Elle est aussi notre référent au pays pour le mouvement latino-américain du Caraïbe des femmes séropositives. Cathy, tu as la parole. Bienvenue. Bonjour, bonsoir. Merci, Véro, pour ta présentation. Je vais parler de l'invisibilité, mais je dois étendre ma caméra parce que sinon, vous n'allez pas m'entendre très bien. Donc, voilà. Vous m'entendez mieux maintenant? Oui. Vas-y. Femmes vivant avec VIH, consommatrices de substances et l'alcool. Voilà pour ma présentation. Qui peut m'aider avec la présentation, s'il vous plaît? Voilà, merci beaucoup. En Argentine, il est estimé que 130 000 personnes sont séropositives. 17% ne connaissent pas leur diagnostic. 83% connaissent leur diagnostic. En décembre 2019, 59 000 personnes séropositives étaient sous traitement antirétroviral.
dans le système de santé publique. Rapport hommes-femmes au moment du diagnostic du VIH, période 2016-2018, hommes 2,1, femmes 1. La prévalence est de 4 à 7%. Très bas, n'est-ce pas? Dans les hommes, 0,8 et en femmes, 0,2. Mais si nous parlons d'autres substances, y compris l'alcool, quelle serait donc la prévalence? On ne connaît pas. Des femmes vivant avec VIH. Selon ONU-SIDA, 2019, il y a 46 000 femmes séropositives en Argentine. Qui parle de cette femme dans toute leur vie et avec toutes ces diversités? Pourquoi continuer à parler et à nous occuper uniquement des femmes en période de sexualité active ou de grossesse? Qui sont les femmes qui sont encore infectées aujourd'hui? Comment et combien sommes-nous réellement? Connaissent nos besoins? Comment répondront-ils s'ils ne savent même pas combien nous sommes? Parce que le mode de transmission est toujours la même, 97% par des rapports sexuels non protégés avec des hommes. Des communautés rendues non visibles. Nous croyons oui. Par exemple, les femmes consommant des substances et de l'alcool, nous l'avons déjà entendu dans les interventions qui m'ont précédé, de nos collègues, de leur voix. Ils nous ont parlé de leurs démons, de leurs expériences. Les femmes de plus de 50 ans qui parlent d'elles, de leurs besoins, de leurs priorités. Les femmes trans masculines, nous sommes rendus invisibles. Elles sont tous un point commun, l'invisibilité, parce que nous n'avons pas un système approprié pour aborder la prise en charge. Maintenant, les femmes qui utilisent des substances d'alcool et d'autres. Qu'est-ce qui est plus important dans l'approche? Il y a des obstacles systémiques à l'accès des femmes au traitement du VIH, car dans de nombreux pays, le manque de connaissances et de compréhension de l'attention avec ses particularités qui n'a pas été abordée et dans de nombreux cas sont inconnus. Les femmes sont également confrontées à des obstacles socio-culturels et personnels. Il s'agit notamment des forts sentiments de stigmatisation, la honte, la culpabilité, la peur de la discrimination, de la criminalisation, la perte de garde des enfants, du manque de soutien des partenaires et d'autres membres de la famille. Nous l'avons entendu déjà de nos collègues. La réalité en Argentine n'est pas différente, notamment à Buenos Aires et les autres provinces. Les vulnérabilités non visibles. Bon, nos collègues nous ont déjà parlé, les violences sous toutes ses formes, obstétriques, institutionnelles, travail, intrafamilial, genre, la prise en charge intégrale pour toutes les femmes, assistance à la nourriture. Beaucoup ont de travail non formel, elles travaillent comme des femmes de ménage et dans le contexte de la pandémie. Tous ces thèmes se sont vus affectés davantage dans l'isolement. C'est pourquoi que nous avons besoin de politiques publiques qui soient bien conçues.
la formation et la sensibilisation des professionnels de la santé, des soins primaires et d'autres personnels hospitaliers, ainsi que d'autres domaines de soins tels que le développement social et d'autres domaines. Consacrer plus d'attention au traitement individualisé des femmes, sensibiliser les groupes mal informés tels que les médias locaux, les politiciens, les éducateurs, création de réseaux et de liens d'autres services tels que la gynécologie, obstétrique, qui maintiennent une approche d'intégration envers les femmes vivant avec le VIH, qui consomment des substances et de l'alcool, les femmes plus de 50 ans, les hommes trans. Sensibilisation et l'éducation de la communauté. C'est si important, respecter la vie privée en cas des expériences traumatisantes liées à des abus. Se concentrer sur les relations des femmes avec la famille et les autres proches afin de rétablir les liens. Maintenant, pour que tout cela soit possible, nous avons besoin que les États s'engagent à prendre notre programme, mais nous devons aussi travailler avec les collectifs de femmes atteintes du VIH, avec les populations qui sont rendues invisibles, même dans notre propre collectif. Nos collègues l'ont bien évoqué, ils nous l'ont montré, même dans notre propre collectif, une inclusion beaucoup importante des femmes vivant avec VIH à toutes les étapes de notre vie, avec toutes nos diversités. Les femmes positives en réponse. Merci beaucoup. Merci, Cathy. Tu peux maintenant. Pour te voir, est-ce que je peux ajouter quelque chose brièvement? À vrai dire, le fait d'avoir vu les présentations de mes collègues, j'ai identifié exactement ce que j'avais inclus dans ma présentation. Donc, je suis très heureuse d'avoir pu voir les présentations de nos collègues. J'ai constaté que nous avons rédigé sans connaître la réalité de nos collègues. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une connexion et c'est pourquoi il faut travailler davantage ensemble. Merci, Catalina. Et justement, c'est pour ça que nous voulons rendre visible. Nous devons partager tous les défis dans toute la région, depuis le nord du Mexique jusqu'à la Patagonie. Je vais aussi remercier à toutes les personnes qui se sont de nôtres à Facebook et qui sont en train d'envoyer leurs questions. Nous remercions de nous accorder leur temps et leur attention. Vero, oui, nous voulons ajouter, je remercie infiniment à Zulema, car elle a reflété les thèmes de la criminalisation dans les prisons. Je voudrais partager non seulement une vue d'ensemble des femmes dans les prisons au niveau régional, mais aussi quelques réflexions de nos collègues qui travaillent et qui développent du travail pour les femmes qui sont en prison, notamment pour la prévention. Parce que souvent, les femmes sont arrêtées injustement. Elles passent beaucoup d'années dans les prisons. Moi, je pensais que c'était exclusif de l'Argentine, mais je me rends compte maintenant que c'est partout dans le monde et notamment dans la région. Donc, les femmes n'ont pas le droit que le fait qu'elles sont arrêtées, être condamnées et avoir certains bénéfices, même si ça semble une folie, mais elles doivent avoir le droit de travailler ou recevoir un meilleur traitement, même si ces arrestations sont injustes, et ça, on le sait. Et donc, si tu veux partager la présentation, s'il vous plaît. Angélica.
J'ai pas de présentation. Bon, d'accord. Y las mujeres y cárceles, a ver, si lo puedo lo hago yo. A ver. Ahí va, esa era. Ahí está. Bueno, pasar a la siguiente. Bueno, yo lo que traté Bon. es hacer una recopilación J'ai essayé de de los documentos y investigando regrouper certains documents et faire de la recherche sur les femmes en prison. en inglés porque no me sale. C'est 2014 a la actualidad hay un 57% une source des États-Unis, et je ne vais pas le dire le nom en anglais parce que je ne connais pas l'anglais. el ritmo de Et on a si ils ont supéré la croissance dans le reste du monde. Et les études montrent la croissance de femmes arrêtées delitos relacionados pour des délits el cual es aún mayor de drogue. de forma Le pourcentage est supérieur que celle des hommes leyes de drogas. avec, à cause des lois si sévères de la consommation de drogue. Bon, les incarcérations sont éléments. Le sage de prison sont dit que cette femme vont être affectées, mais aussi les effets qu'ils apportent sur les familles, les personnes qui dépendent d'eux, qui vont être déprotégées financièrement et socialement. Ça, c'est traduit par la criminalisation dans tout son contexte, qui a été évoqué par nos collègues précédemment. Ahí va. Me están diciendo que sea paciente. Sí. Y bueno, las mujeres encarceladas Les por femmes emprisonnées rara vez suponen una amenaza. pour cause de drogue La mayoría de ellas son souvent ne sont pas une menace pour la société. Normalement, elles sont arrêtées pour des délits non violents. hasta de la venta al menudeo, le decimos, De la vente utilizado como un medio de supervivencia, ¿no? De qui est conçu comme un mode de survie. familias múltiples, de tal Parce qu'ils sont des multiples familles, parce que peut-être leur partenaire n'est plus là, ou l'homme est aussi arrêté, ou l'homme les a abandonnés. Donc, elles sont des vies très difficiles et elles commettent un délit non violent. Plus de la moitié des femmes n'avaient pas reçu sentence. Elles peuvent être arrêtées en garde à vue pendant des années. On voit ces tendances mondiales qui s'accroîtent d'emprisonnement des femmes. Et ça nous mène à voir les contextes si difficiles qu'on voit dans la région. Des femmes qui vont la féminisation de la pauvreté, qui se voient affectées par l'inégalité de genre ou de sexe, comme ça a été déjà évoqué par nos collègues, souffrent énormément, que ce soit dans la région d'Amérique latine et le Caraïbe. Bueno, quería dejarle algunas frases de compañeras que trabajan y que han hecho. Je voulais citer quelques phrases dites par des femmes qui ont participé. Beaucoup de femmes se voient forcées à travailler dans la drogue parce qu'ils n'ont pas d'autre alternative pour entretenir les familles. Les dirigeants de l'Amérique latine doivent reconnaître qu'enfermer un grand nombre de femmes pour des délits non violents ne vont pas créer des sociales
plus justes et plus équitables, ni vont réduire le marché de trafic et vente de drogue. Bueno, debido a los desafíos y vulnerabilidades Suite asociadas aux défis et vulnérabilités associées à l'identité des genres, femmes trans privées de la liberté se trouvent dans un risque plus grand d'être incarcérées dans des conditions inhumaines et insécures. La guerre contre la drogue est une guerre contre les femmes. Merci de votre attention. Ce sont des citations faites par des femmes qui ont participé dans les derniers forums des femmes incarcérées. Nous n'avons pas avoir Ingrid avec nous. Il y a quelques questions. Des remerciements. Soulema, très bien. Félicitations, Véronica. Il manque plus de présentations comme celle qu'on vient de voir. Est-ce que vous êtes en train de faire de la formation à la police? Bon, voilà la question qui a été posée à Véronica. Est-ce que vous faites de la formation de corps de police pour éviter d'être stigmatisé? Une autre question qui dit comment est-ce que les politiques de drogue affectent les politiques VIH en Amérique latine? Et je vois que Véronica, tu veux réagir? Tu veux répondre à la question? Oui, bien sûr, bien sûr. Bon, la première était que faisons-nous les serviteurs publics, les travailleuses du sexe, pour la formation des polices. Claudia Sheinbaum, qui est le maire de la ville de Mexico, nous a permis de faire de la sensibilisation d'attention aux personnes et ça comprenait les usagers des substances psychoactives. Les collègues, lorsqu'ils vont faire des formalités, moi, je ne vous avais pas dit qu'ici à la ville de Mexico, nous ne travaillons pas pour les reconnaissances du travail sexuel. Il est déjà reconnu par les lois de travail comme un travail asalarié. Donc, il y a un cadre juridique de travail où les personnes travailleuses sexuelles qui ont ces problèmes d'usage de drogue. Donc, on a formé les prestataires de services afin qu'ils sachent s'occuper des personnes, que lorsqu'ils vont faire les formalités de documents et qui sont sur l'influx de certaines substances, ils doivent être traités d'une certaine façon pour ne pas tomber dans une problématique avec elles parce qu'ils sont sur les influx de drogue et puis peuvent devenir agressives ou ne pas avoir confiance. Les usagers de substances pour des personnes qui travaillent dans les centres de santé et de sécurité citoyenne. C'est ce qu'on a fait à la ville de Mexico, grâce au fait que je participe en tant que travailleuse sociale et serviteur public également. Et suis consommatrice de substances. Angélica, est-ce que tu veux répondre à la question de comment est-ce que les politiques de drogue affectent la consommation VIH, le traitement VIH? Moi, je peux vous dire que depuis que l'épidémie a commencé, on ne s'est pas posé ces questions si importantes. Toutes les présentations évoquaient cela. C'est une criminalisation des personnes usagers des substances et ça nous mène à nous cacher, à avoir plus de risques et éviter la prévention étant que les seringues, parce qu'on est persécuté, parce qu'on est en possession des seringues.
Donc, passer à des modèles de régulation nous permettrait d'avoir des meilleures réponses à l'épidémie. La stigmatisation, discrimination aux personnes usagers de substances fait qu'on s'éloigne de services de santé parce qu'on a peur que on reçoit un mauvais traitement, qu'on nous fasse attendre davantage, qu'on ne reçoit pas une bonne attention. Donc, dans les politiques de prévention, on devrait inclure aussi la prévention de VIH. Est-ce que les personnes qui sont en Zoom voudraient allumer leur vidéo pour qu'on puisse vous voir? Je ne sais pas si quelqu'un voudrait faire un commentaire. Claudinho, comment nous dit? Je pense qu'il parle des traitements dans des personnes vivant de VIH et quelque chose par rapport au cannabis. Moi, je peux vous parler du cas de l'Argentine. Nous avons une loi qui criminalise la consommation ou la possession pour la consommation. Donc, toute substance et cannabis est pénalisée, y compris sa production. Une loi qui est issue il y a 311 qui concerne le cannabis médicinal nous montre ça, un cannabis sans savoir la considération de la plante elle-même, mais on parle de la récréation et médicinale. On a toujours dit que la plante était thérapeutique, même si on fume. C'est thérapeutique, mais selon les expériences personnelles, celles que je connais de la région, bien sûr que ça accompagne lorsqu'ils sont dans des situations de sida pour pouvoir manger. Dans les années où nous n'avons pas à notre portée les médicaments, c'est ça qui nous a porté pouvoir manger, avoir un peu plus d'énergie dans leur vie, notamment aux personnes atteintes de sida terminal. Tout se fait de façon illégale. Quelqu'un ose les vendre, les préparer, les vendre, les distribuer avec le danger de recevoir des peines, des sentences maximales. Mais oui, nous considérons que le cannabis accompagne et ça serait un outil. Le VIH n'est pas isolé. Avant d'avoir moi, j'habite avec mon partenaire. Moi, je vis avec mon partenaire et je ne vis pas avec le VIH. Je sais que quelqu'un te dit, les années s'écoulent et puis il faut se concentrer dans les femmes enceintes et la jeunesse. Et puis, les personnes, lorsqu'ils commencent à avancer dans leur vie, vont faire l'objet de différentes sortes de violences. Et puis, bon, il faut avoir accès aux rétroviraux, qui est le médicament pour lutter contre le VIH. Au Mexique, on a régulé l'usage du cannabis médicinal. Mais ça fait 4 ans. Donc, même si on a la permission de l'utiliser, il n'y a pas moyen d'avoir accès. Donc, c'est le rang des choses qui vous empêche d'avoir accès aux médicaments nécessaires. En ce qui concerne la question d'Ernesto, ça va avec les déterminants sociaux qui produit cette criminalisation à cause de ce manque d'accès à la santé, à cette prise en charge, au travail aussi, mais notamment à la santé. Il y a des citoyens avec VIH de première et seconde classe
Et les citoyens, nous sommes seconde classe à cause de cette stigmatisation. Si on prend les médicaments, si tu t'arrêtes les substances, parce que sinon on ne te donne pas les traitements. Il y a beaucoup de pays où c'est le cas. Lorsque l'offre de médicaments n'est pas abondante, donc ils vont choisir à qui ils vont l'accorder, ce médicament. Aussi, l'accès qui n'est pas universel. Il y a de nombreux endroits où il est centralisé. Dans les provinces, dans la campagne, dans les villes périphériques, il n'y a pas de traitement, il n'y a pas d'attention, il n'y a pas de prise en charge. Je ne sais pas, Cathy, si tu voudrais ajouter quelque chose. Ou des fois, elles vont mentir, qu'elles ne sont pas usagers de substances pour pouvoir recevoir le traitement. Je vous demanderai d'allumer votre vidéo pour qu'on puisse vous voir. Ajá. Bueno. Bueno, me parece Les beaux visages. Voilà, à l'écran. De toutes nos intervenantes. Lorsqu'on parlait de la visibilité, était aussi en rapport avec l'effort que nos collègues puissent se rendre visibles, parler de leur cas, car ils sont rendus invisibles. Des fois, elles ne peuvent même pas écrire leurs propres besoins. Elles ne sauraient pas écrire leur propre histoire. Mais ça serait bien qu'elles puissent en parler, mais ça a été difficile pour identifier celles qui pouvaient parler de la réalité, écrire la réalité. On parlait d'un aperçu. Est-ce qu'on connaît combien nous sommes? Comment peut-on savoir si on fait plus d'études de caractérisation de femmes qui récemment ont été diagnostiquées? C'était une grande étude. Dans cette étude-là, on a pu mettre en évidence que presque 5% des femmes vivant avec VIH avaient souffert de la violence à une étape de leur vie. Comment connaître tous les besoins? Des petites filles jusqu'à femmes âgées. Nous ne savons pas leur nombre. Comment savoir quels sont les écarts par rapport à l'endroit où elles habitent? Parce que des fois, il faut faire des kilomètres, notamment lorsqu'on parle de personnes qui sont en pauvreté, qui sont dans les besoins parce qu'elles n'ont pas un habitat décent, ils n'ont pas de denrées alimentaires pour se nourrir. Et tout ceci a à voir avec l'isolement. Il y a ceux qui sont plus exposés à la COVID aussi. Donc, il faut se rendre visible vis-à-vis de l'État, faire un vrai travail, établir combien sommes-nous, comment procurer une assistance, une prise en charge intégrale des femmes avec toutes ces caractéristiques et toute la diversité des femmes qu'il existe. À mon avis, c'est un engagement que nous devons prendre. L'AMPUD. Ça fait de nombreuses années, nous avons pu nous réunir peu à peu avec beaucoup de difficultés.
à cause de cette non-visibilité et pouvoir parler à la première personne en tant qu'usager des substances. À des différents moments, on s'est réunis et puis on s'est procuré des ressources parce que sinon, on ne croit pas à nous. Si on ne croit pas en nous, on n'est pas visible. Et puis, il y a aussi le manque de formation. On discutait aussi les thèmes des agences, des bailleurs de fonds, ce qui est tellement difficile à partir des bases de pouvoir transmettre la langue. C'est un autre empêchement. Notre région a deux langues. Une, 70%, c'est le portugais. Malheureusement, Ingrid n'a pas pu se connecter à nouveau et se joindre à nous. Et puis l'espagnol. Donc, des fois, les documents arrivent en anglais, puis il faut les traduire, et puis on veut l'appliquer à une région qui est complètement différente. Lorsque la réduction de risque est arrivée en Amérique, sauf dans les endroits de Caraïbes ou quelques pays de l'Amérique latine, il y a une consommation élevée d'injectables. Il était arrivé tard, si vous voulez. Les usagers de drogues injectables, c'était réduit, cette sorte de consommation, mais il y a d'autres qui sont apparus et on n'a pas pu les prendre en charge parce que à cause de quoi, la poubelle de crémaillère, nous l'avons donné un surnom qui s'appelle Paco. On parle d'une régulation. La régulation des substances existe, mais il n'y a que très peu de gens qui connaissent. Donc, il s'avère très difficile pouvoir se rendre visible. Aujourd'hui, on crée un partenariat et puis c'est la façon qu'on peut se mettre en contact et être près des réseaux de femmes vivant avec VIH, des réseaux des trans, des travail sexuel. C'est un complément des personnes qui travaillent ici en Argentine. Moi, avec Catalina, nous sommes membres du réseau bonaerense, le réseau de Buenos Aires. Et nous intégrons d'autres communautés, comme Véronica l'a évoqué. Moi, j'adore de voir la présentation de Véro et l'autonomisation de filles trans. Et ça devrait se reproduire dans tous les réseaux et communautés, car les substances passent partout. On n'est pas que des usagers et nous n'avons pas autre identité. Nous sommes des personnes avec des identités qu'on aime et on utilise des substances psychoactives. On ne va pas parler d'une consommation problématique. Il faut avoir un usage responsable. Il nous reste 10 minutes. Je ne sais pas si vous voulez évoquer quelque chose pour avoir 5 minutes pour lire le document final que nous avons conçu, parce que nous voulons laisser le témoignage par écrit. Dans le même ordre que vous avez participé, Véro, est-ce que tu veux ajouter quelques mots? Angélica, et puis ainsi ensuite. 1 minute, s'il vous plaît, Véro. Bon, les mouvements cannabiques dans tous les pays doivent nous inclure à toutes, nous rendre visibles à toutes. Nous devons lutter et se rendre visibles. Pas avoir honte d'être consommatrice. Si nous ne parlons pas, nous n'allons pas être inclus. Il faut participer dans la politique publique. Si on ne s'approche pas des gouvernements, si on n'exige pas, si nous ne disons pas que nous sommes là, ils ne vont pas nous inclure. Il n'y a pas moyen de les attendre qu'avec le toque. Donc, elle fait le signe de la main.
Moi, dans les minutes qui restent, remercie à tous ceux qui m'ont permis de travailler avec elle. Je dois être très sincère, j'avais un tout petit peu peur, mais à vrai dire, de voir le côté si positif, les présentations de tout et chacun d'entre vous, je crois que nous avons les mêmes envies, les mêmes souhaits, les mêmes difficultés. Nous voulons travailler conjointement pour articuler beaucoup de actions conjointement. Je veux remercier également le Congrès pour nous avoir donné l'occasion de rendre visibles les thèmes que nous avons abordés aujourd'hui lors de cette table. Je voudrais remercier notamment à Vero pour avoir lidéré le processus et souligner le fait que les femmes utilisatrices de substances sont rendues invisibles. On est rendu invisible parce qu'en théorie, nous sommes peu avec VIH, peu usagés par rapport au centre parce que les modèles sont conçus à partir du masculin. Et nous avons des besoins particuliers qui doivent être assumés. Il faut reconnaître que nous sommes des mamans, que nous ne pourrons pas avoir de traitement si on considère pas ce rôle de personne à charge et de maman. Il y a de toutes sortes de femmes, des femmes pauvres, des femmes sous-âgées des substances, des femmes âgées, des femmes jeunes, une femme, une maman. Donc, toutes les femmes travailleuses sexuelles. Mais je célèbre d'avoir ici que les stigmatisations, la discrimination, la criminalisation, l'exclusion sociale est un point commun entre nous. Nous ne pouvons pas atteindre les objectifs de VIH si on ne répond pas à la politique. Ici, une question, on me demande sur le VIH et la COVID et l'impact sur la communauté. Il y a eu des campagnes pour que les personnes puissent faire abstinence et puis profiter de la COVID pour ne pas sortir et ne pas consommer. Ils sont en train de se baser dans la politique de prohibitionnisme, de gérer nos vies et en ce qui concerne les demandes, notamment, et me semble-t-il que nous qui avons travaillé dans le bénévolat, dans les Amériques, avec le mouvement latino-américain des femmes, nous pourrons dire que presque 80% des personnes demandent des denrées alimentaires et des médicaments. Les personnes de VIH sous médicaments se conservent mieux, sont mieux lors de COVID. Donc, elles demandent leurs médicaments, les antirétroviraux. Et nous voulons construire ou rédiger un document final et nous avons conçu que la consommation de drogue ainsi que le VIH ne sont pas seulement un problème de santé. Ce n'est pas non plus une question de justice qui, avec les politiques, criminalisent les consommateurs de substances psychoactives. En réalité, il s'agit d'une question des droits humains et donc une question politique. La discrimination, la criminalisation fondée sur le sexe et la violence à l'égard des femmes exacerbent la vulnérabilité à la consommation de drogue et au VIH. Même si les violences contre les femmes sont dans les agendas, dans les programmes et les accords internationaux et régionaux sur le développement, l'égalité des sexes et les droits humains, la plupart des pays de la région n'ont que des mesures limitées pour y faire face dans une perspective multisectorielle. Une étude récente sur la violence montre que les femmes séropositives vivant au-delà du diagnostic. 76% des femmes séropositives en Amérique latine ont déclaré que leur partenaire avait un statut de contrôle.
37% déclarent avoir subi des violences émotionnelles et psychologiques. L'année dernière, 28% ont subi des violences sociales, tandis que 55% ont fait l'expérience au cours de leur vie. 55% ont subi des violences physiques à un moment ou l'autre de leur vie pendant la grossesse. 33% ont subi des violences de la part de leurs partenaires et 29% de la part d'autres personnes. Ainsi, nous demandons la mise en œuvre des actions qui répondent à nos particularités en tant que femmes consommatrices de drogue ou vivant avec VIH. Veiller à ce que les cadres juridiques ou les politiques sur l'égalité des sexes et la violence à l'égard des femmes comprennent des actions de prévention et de prise en charge du VIH en s'adressant explicitement aux femmes séropositives, y compris les adolescents et les jeunes femmes, garantissant le plein exercice de nos droits sexuels et reproductifs. Que les États garantissent de manière irrévocable la priorité des services publics et de la protection sociale pour les femmes, en particulier pour les femmes séropositives. Que les lois contre tout type de violence soient effectivement appliquées. Développer un cadre juridique qui reconnaisse pleinement les droits sexuels et reproductifs. Renforcer les politiques publiques intersectionnelles au niveau national et local qui soutiennent une approche intégrée du VIH et la violence contre les femmes. Intégrer les programmes et les services de lutte contre le VIH et la violence en révisant les normes, protocoles et modèles de soins lorsqu'ils intègrent des interventions intégrées de prévention, des soins de protection des femmes qui consomment des drogues et de toutes leurs particularités. Mettre en place des mécanismes nationaux qui permettent de signaler les violations des droits des humains ainsi que les accès de justice et la réparation des dommages. Que le programme des Nations Unies dans la région accompagne les actions des réseaux de femmes consommatrices de drogue en donnant la priorité de la lutte contre le VIH dans une perspective de genre. Respecter les droits de tous les individus, exercer les autonomies sur leur vie, y compris sexualité, leur identité et leur corps, leur désir, leur plein plaisir à l'abri de toute forme de discrimination, de coercion, de violence et à réaliser pleinement des droits sexuels et reproductifs, c'est garantir l'autonomie, l'intégrité et la souveraineté corporelle en adoptant les mesures suivantes. À éliminer toutes les lois politiques qui punissent ou criminalisent la vie privée et l'intimité de la consommation de substances, l'affirmation de sexe, l'avortement, la non-divulgation, l'exposition de la transmission du VIH ou qui limitent l'exercice de l'autonomie corporelle, y compris les lois qui limitent la capacité légale des adolescents, les personnes handicapées ou d'autres groupes de consentir à des services de santé sexuelle et reproductive ou les lois qui autorisent l'avortement non consenti, la stérilisation, l'utilisation des contraceptifs, mettre en œuvre les actions positives de réduire la violence, l'expérimentation des discriminations à l'encontre des personnes en raison de leur orientation sexuelle, de leur identité de genre. Les femmes du monde travaillent à garantir les conditions de travail de violence aux travailleurs domestiques, aux travailleurs migrants, aux travailleurs handicapés, le travail des secteurs informels, au travail du sexe, ainsi que concerne les heures de travail, les conditions de travail, les salaires, la santé, la sécurité, promouvoir l'accès aux services de la santé pour toutes les femmes en brisant radicalement les stigmatisations liées à la consommation de drogues et au VIH. Muy bien. Les femmes positives, une réponse. Très bien. Merci à tous ceux qui ont été de nôtres aujourd'hui.